17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un vendredi agréable aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque d'abord il y a Philippe David, ça c'est bien. Quel bonheur d'entendre ça. Il y a Philippe Bilger. Voilà. Il y a Michael Sadoun. Ça c'est quand même quelque chose. C'est 10 niveaux au-dessus de Bilger. Il y a Pascal Giral. Votre serviteur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et il y a toute l'équipe bien entendu de Sud Radio. Et il y a Cécile de Ménibus avec une magnifique mise en pli. Ah mais oui, vous avez remarqué Oui. Vous savez, j'étais à la salle de sport tout à l'heure, j'ai levé la tête et j'ai vu votre tête comme ça à la télé. Oui. J'allais envoyer une blague sur le groupe WhatsApp en disant mais qui est cette journaliste magnifique? Est-ce que vous avez son 06? Je vous taclerai quand même pendant 2 heures, Michael, c'est pas la peine. Mais il aime ça, je vous en prie. Et vous au 0826 300 300 avec Zach qui vous attend. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, Sud Radio sera en direct du Salon international de l'agriculture. Ça commence mardi avec la France dans tous ses états. Perico Légas sera sur le stand de la région Occitanie. Ensuite, mercredi, Les Vraies Voix avec Philippe David, bien sûr, avec l'Alliance Et France vous-même. Cuir qui seront en direct. Nous serons en direct sur le stand de la race Aubrac dans le hall 1. Venez nous faire des bisous, venez. Et vendredi, la matinale avec Maxime Liedo sera sur le stand de la coopération agricole et recevra le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Voilà pour le petit, notez dans vos agendas. Et ce soir au sommaire, on va revenir sur cette marche d'hommage destinée à Quentin, prévue demain à Lyon. Le maire Grégory Doucet et une partie de la gauche demande son interdiction, redoutant de graves troubles à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur, lui, maintient cette manifestation avec un dispositif policier renforcé. Et on vous pose cette question. Laurent Nunez a-t-il raison d'autoriser la marche en hommage à Quentin? Vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis on va revenir sur le Salon international de l'agriculture, je vous l'ai dit, qui ouvre demain. Une charte encadrée, une délégation et des tractages afin d'éviter toute dérive partisane dans un climat agricole assez tendu. Le rendez-vous incontournable des responsables politiques depuis des décennies. Et on vous pose cette question. Le Salon de l'agriculture est-il toujours un rendez-vous politique incontournable? Eh bien, vous dites non à 58%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et c'est Zach qui vous attend. Tout de suite, le grand débat du jour. La mort de Quentin n'en finit plus d'agiter le monde politique et médiatique et cette question se pose désormais alors que le ministre de l'Intérieur vient d'affirmer que la marche blanche en hommage aux jeunes militants nationalistes allait pouvoir se tenir comme il se doit à Lyon. J'en ai évidemment discuté avec madame la préfète du Rhône et donc je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation. Donc elle se déroulera encadrée, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public. On était effectivement plusieurs à demander l'interdiction de cette marche, le maire de Lyon mais aussi des parlementaires de gauche et pour ma part je l'ai fait en relayant les inquiétudes des habitants du 7e arrondissement qui ne voient pas d'un bon œil cette marche passer dans notre arrondissement. Les vraies voix Sud Radio. Et avec vous au 0826 300 300, Olivier sera avec nous de Bordeaux dans quelques instants. Philippe Bilger, est-ce que vous estimez qu'il faut faire cette marche? J'approuve absolument le ministre, même si je ne suis pas en général, pour d'autres crimes et d'autres délits, partisan de ces grandes cérémonies. Mais là, je ne vois pas au nom de quoi, alors que le crime perpétré sur Quentin a suscité une indignation quasiment générale, sauf de la part de gens qui sont scandaleusement dans un deux poids deux mesures, je ne vois pas pourquoi on interdirait au ministre de l'Intérieur de permettre une manifestation ô combien légitime. Mais Michael Sadoun. Je pense que Laurent Nunez a évidemment raison de maintenir cette manifestation ou de l'autoriser. Il aurait d'ailleurs eu aucune raison de l'interdire. Donc j'ai envie de dire c'est quelque part une normalité. Je vais pas l'en féliciter pour avoir simplement fait une normalité. Je pense que c'est aussi l'occasion pour la droite dure ou la droite nationale de montrer qu'elle a un comportement très civique dans l'espace public, qu'elle est capable d'organiser des rassemblements sans qu'il y ait de débordement. Et ça mettra fin à ce dos à dos injuste d'une droite qui se comporte en général bien dans ses manifestations et d'une extrême gauche qui pour le coup ne sait pas faire un rassemblement sans que ça dégénère en casse et en slogans douteux. Pascal Giral. Oui, moi il me semble que c'est le job du ministre de l'Intérieur
que d'encadrer une manifestation comme ça. Enfin, c'est surtout pas le job de l'interdire. Donc, il est là pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors, évidemment, il y a des risques. Évidemment, on espère que tout se passera bien. Mais comme toute manifestation, on fait des marches blanches, des marches de toutes les couleurs. Ben, pourquoi pas celle-là, à condition qu'elles soient encadrées. Philippe David. Alors moi, je crois que l'alpha et l'oméga, c'était ce que désirait la famille de Quentin. La famille de Quentin a dit qu'elle était d'accord pour cette marche, qu'elle n'irait pas. Le père a dit qu'il ira évidemment aux obsèques de son fils, qui sera en début de semaine les obsèques seront en début de semaine prochaine. Donc si la famille est d'accord, aucun problème. Ils ont demandé qu'il n'y ait pas de récupération politique. Donc je pense que par bienséance, les hommes et femmes politiques de quelque bord que ce soit ne devraient pas y aller. Tout à fait. Et après, c'est les suiveurs qui sont peut-être... Voilà. Là, d'ailleurs, l'a demandé. Oui. Pardon. Allez, Olivier au 0826 300 300 qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Olivier, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Bon, je vais mettre un peu en porte-à-faux. J'aurais eu le réflexe, comme Philippe David, de dire oui, en effet, il faut respecter ce que veulent les parents. Et c'est vrai que les parents ont dit pas de récup politique, mais autoriser la marche blanche, ça va être à mon avis une erreur politique parce qu'ils attendent aujourd'hui plus de 3000 personnes et donc très logiquement ça va être le rassemblement de groupuscules néofascistes, les mêmes que M. Darmanin ou Nunez autorisent ces dernières années dans la rue de France. Et c'est nouveau ça, la génération de nos parents qui a connu la guerre, les nazis, ils n'auraient pas accepté. Moi je rappelle quand même malheureusement... C'est peut-être un peu excessif, Olivier, non, je crois pas. Écoutez, moi j'ai un fils de 21 ans et honnêtement, j'aurais été extrêmement... très très triste. D'abord, je transmets mes condoléances à la vie. Un gamin de cet âge-là devrait pas mourir. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est évident. Après, moi, j'aurais été absolument désespéré si mon gamin s'était milité au sein de l'Action française, si mon gamin militait au sein du groupe Luminis qui salue son amour pour la lutte à mort. Et l'Action française, je rappelle que c'est le collectif qui qualifie aujourd'hui Némésis de groupe judéo-servile, qui a fait beaucoup de victimes depuis l'affaire Dreyfus. Je rappelle que les victimes de l'extrême droite depuis 1886, 90% c'est des meurtres qui sont dus à l'extrême droite. Je comprends Olivier, mais de l'autre côté, c'est aussi... on va voir qui va être rassemblé. Moi, je vous interpelle sur le sujet. Moi, en tant que parent, je comprends tout à fait. Par contre, je vous interpelle sur l'espèce de laxisme qu'il y a à parler de droite dure alors qu'on est en train de parler de groupuscules néo-fascistes. Ce qui peut être aussi le cas de l'autre côté. Je suis pas d'accord. Mais en fait, on met pas les gens dos à dos comme ça. Le principe d'Antifa, c'est antifasciste, d'accord? C'est des gens qui ont tué un jeune de 23 ans, donc c'est Attendez, Olivier, vous permettez, parce qu'on doit partir en pub, on vous reprend tout de suite. On fait une petite pause, Olivier, ne bougez pas, on revient dans un instant, et comme ça on en donnera la parole à nos vraies voix. Bougez pas, Olivier, on arrive. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec autour de cette table Philippe Bilger, avec Michael Sadoun, un expert en communication de crise, avec Philippe David bien entendu et Pascal Giral qui est un commerçant chef d'entreprise, et où nous revenions sur cette marche qui va visiblement être mise en place et acceptée par Laurent Nunez, qui a annoncé qu'il ne demanderait pas cette interdiction à Lyon. Olivier était avec nous il y a quelques instants. Olivier, si je résume plus que ce que vous avez dit je ne suis pas contre cette marche blanche. Ce qui vous dérange, vous, c'est éventuellement les groupuscules d'ultra-droite qui pourraient battre le pavé à l'occasion de cette marche. Il appartenait à ce groupuscule. C'est un groupuscule qui adressait un guet-apens lors d'un événement LFI, c'est un classique. Les services de renseignement savaient, ça a dégénéré en rixe, ça a conduit à la mort de ce gosse. En plus, ils l'ont abandonné, à un moment donné, mais moi, c'est la responsabilité des renseignements et de la police qui me pose souci. Olivier, si vous permettez, parce que vous avez eu beaucoup la parole, si on peut faire tourner la parole ici à Sud Radio, Philippe Bilger ou en ce qui me concerne, Olivier, moi je suis un peu inquiet à cause de ces dérives intellectuelles et politiques qui, face à un crime, en l'occurrence commis par l'ultra-gauche, éprouvent
éprouve le besoin d'évoquer les crimes commis par l'extrême droite. Et je ferais exactement le même raisonnement si j'avais à déplorer aujourd'hui l'un crime commis au détriment d'une victime d'ultra-gauche. Je trouve qu'on ne s'enferme pas dans une indignation consensuelle. Ça me choque. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. Et puis, vous faisiez un raisonnement, je trouve, quand même assez hasardeux, qui menait à dire que toutes les personnes qui seraient présentes à la manifestation de demain seraient plus ou moins associées en fait au nazisme, puisque vous avez précisément prononcé ce mot-là. Ensuite, vous dites que ce jeune-là menait une action lui-même violente. Ça a été plutôt démenti pour le moment par les éléments de la justice et par le procureur qui en a parlé. Et je voulais vous dire une dernière chose, c'est que vous m'avez l'air d'être quand même en compassion avec Quentin et avec ce qui s'est passé. Et je voulais vous dire, sans vous associer à cette violence évidemment, que les gens qui ont tué Quentin parlent exactement comme vous. C'est-à-dire qu'ils ont associé cette jeunesse de droite au fascisme, au nazisme. Et il faut dire une chose, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec le fasciste ou le nazi ? C'est quand même normal, on a envie de le tuer. Donc je pense que je vous inviterai à plus de modération dans vos termes, parce que si vraiment ce que vous appelez comme moi, c'est la paix dans l'espace public, je crois qu'on devrait utiliser nos mots avec plus de précaution. Si vous voulez répondre, Olivier, derrière c'est Anthony. Oui, bien sûr, je comprends. Alors par rapport à ce que disait Philippe Bilger sur la dérive intellectuelle, en fait moi je parle des faits. Indigné, je le suis. Je pense que j'ai pas à me justifier là-dessus, encore une fois. Non, bien sûr. Ça va de soi. On est dans un débat et dans une réflexion. Après, quand il s'agit de mes termes, ils sont choisis également, ça c'est pour la deuxième intervention. Moi je suis allé regarder où militait Quentin, et j'ai vu la deuxième vidéo qui est sortie et qui a montré comment ça s'est passé, et que c'est bien un groupe néo-fasciste, je suis désolé, qui a attaqué et qui a donné un guet-apens à des militants de gauche, qui a dégénéré, certes, et c'est horrible, ils sont coupables d'avoir tué ce gamin, mais moi à un moment donné, une rixe, voilà, que ce soit gauche ou droite, on tue un gamin, c'est pas acceptable, c'est une violence qui n'est pas acceptable. Point. Après les vidéos, Olivier, pardon si je peux me permettre, les vidéos, Olivier, si je peux me permettre, je sais pas si vous l'avez vu. Olivier, je pense que l'exploitation, en tout cas, des vidéos est à l'appréciation de la justice et de la police. Je pense qu'ils sont plus à même que nous à déterminer si oui ou non ce qui s'est passé. Donc, je voudrais qu'on soit vraiment très prudent sur ce que vous avez vu sur ces vidéos avant qu'elles soient définitivement, en tout cas, expliquées et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous bougez pas, Olivier, parce qu'on a plein de gens qui téléphonent au 0826 300 300. Anthony est avec nous de Castres. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue, Anthony. Bonsoir. On vous écoute. Merci. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme disait Olivier, les mots ont un sens, et qu'aujourd'hui, l'extrême gauche utilise tellement le mot fasciste ou nazi à tout bout de champ, dès lors qu'on est en contradiction avec eux, que ça n'a plus aucun sens, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça ne veut plus rien dire, en tout cas, de leur bouche. Pour ce qui est de la marche, moi, j'ai envie de dire, voyons ce qui se passe. S'il y a des gens qui ont envie de marcher pour ce malheureux Quentin, eh bien, qu'ils le fassent, et puis on verra bien ce qui se passe. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait de la violence, je suis pas sûr qu'il y ait des débordements, mais bon, on verra bien. Et en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tous les partisans de LFI, tout ça, je trouve, minimisent un petit peu les choses, à mon sens. 0826 300 300, restez là avec nous. Anthony, Isabelle est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous écoute très très souvent, presque tous les jours. Merci de votre fidélité au poste. Je vous appelle parce que moi je suis maman de 3 enfants. Alors là je suis dans la Drôme, mais je retourne sur la région lyonnaise parce que je suis lyonnaise. Moi je trouve cette marche tout à fait légitime. Je pense qu'il faut respecter le souhait des parents, que ce soit quelque chose de pacifiste. Après, moi, je suis très inquiète en fait parce que actuellement, c'est très compliqué de se positionner personnellement avec chacun nos idées, parce qu'en fonction du bord de lequel on est stigmatisé. Et moi, là, j'ai l'impression que ces dernières années, c'est quelque chose de récurrent. Alors aujourd'hui, moi, je suis plutôt, je dirais, gaulliste. Dire que je suis de droite, c'est comme si j'avais un peu la peste.
Et moi, je suis aussi infirmière en hospitalier. Et quand il y a eu le Covid, le fait d'être opposée à la vaccination, j'étais traitée de complotiste. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est quelque chose de récurrent, cette façon de... voilà, si on n'a pas les idées dans la norme qui est instaurée par la... je sais pas comment dire, par la... je ne dirais même pas que c'est une majorité, parce que les votes ne représentent pas du tout ce qui est établi en France en termes de sièges. Mais voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Mais ce que je voulais dire, voilà, il y a quelque chose qui m'inquiète. On comprend très bien, Isabelle. Moi, je pense une chose fondamentalement, c'est que Laurent Nunez, et dans ce domaine, il a quand même été préfet de police de Paris, a mis, je pense, un service de sécurité CRS, etc., qui va être impressionnant. Parce que c'est sûr qu'il va falloir écrémer ceux qui vont venir. Les uns, évidemment, il y aura peut-être des nazillons qui vont débarquer, ça c'est tout à fait possible, et il faudra qu'ils soient sanctionnés hyper durement, mais il peut aussi y avoir des antifas, mais qui sont pas du tout anti. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont d'une violence rare, et qu'il faudra aussi, auquel cas, les mettre hors d'état de nuire, comme les nazillons qui débarqueraient. Donc, au niveau sûreté, ça va être compliqué, mais... j'ai pas toujours été tendre avec lui, j'ai confiance en Laurent Nunez dans ce domaine. Parce que, Cécile, si j'ai bien entendu Anthony, il a totalement raison de mettre en cause l'abus de langage sur le plan historique. On est qualifié aujourd'hui de fasciste, de non-fasciste, comme si nous étions dans un régime qui a quoi que ce soit à voir avec cette période atroce du fascisme et du nazisme. C'est une banalité obscène de cette période infiniment dramatique que des gens ont connue. Il faut l'ignorer, pour moi il faut l'ignorer, et il faut même retourner l'accusation. Moi notamment les gens du bloc central qui font mention, en fait parce qu'ils disent pas le mot nazi quand ils parlent du Rassemblement national, mais ils font mention aux années 30 en disant c'est le retour d'une période, etc. Alors je vais vous dire, il faut retourner l'accusation contre eux en leur disant que c'est une insulte pour la mémoire des gens qui sont morts dans cette période que de l'utiliser à des fins politiques. Parce que désolé de vous dire que si les Juifs des années 30 avaient trouvé en face de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils en seraient certainement plus contents. Voilà, ils en auraient été plus contents. Allez, Anne au 0826 300 300 est avec nous de Melun. Bonsoir Anne, bienvenue. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bien écoutez, moi je suis SAV, je suis de juive. Et en fait aujourd'hui, moi ce que je veux dire c'est que en fait tout ce qui est les filles et compagnie, pour moi c'est complètement fasciste. Et moi je suis pour cette marche parce que en fait ce gamin a été ni plus ni moins assassiné à mon sens. Et en fait aujourd'hui, voilà, pour ma tante qui reste à 86 ans aujourd'hui, les fonctionnements de la gauche, de l'extrême gauche aujourd'hui est extrêmement violente. Et je ne pense pas avoir vu des mouvements d'extrême droite avoir une telle violence que cette violence d'extrême gauche qui pour moi aujourd'hui est à combattre réellement, avec 20 personnes dans ma famille déportées. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit l'opinion politique, ça reste un jeune gamin qui a été tué, à l'occasion de voilà. Et ça, il faut en tenir compte, bien entendu, à la demande des parents. Je le rappelle. Merci en tout cas à tous qui nous ont appelés au 0826 300 300. Je sais que ça sonnait encore énormément, oui. Mais on peut pas prendre tout le monde. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec Seul contre tous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Bus. Et autour de cette table avec Philippe David, nous recevons généreusement aujourd'hui. Bah oui, généreusement. Ah bah oui. Pascal Giral, par exemple. Oui. Ça va, Pascal? Pascal Giral avec un G comme généreux. Voilà. Mes respects. Vous vous êtes mis du côté de la nourriture, j'ai vu ça, Pascal Giral. Dans le clan des chauves. Voilà. Oui, c'est ça. Chevelus. Voilà. Mais c'est le coin de l'intelligence. C'est le coin de la permanence. Bah regardez, on a un autre. C'est vrai, il paraît. Mon père m'a toujours dit que les gens dégarnis étaient des gens
qui réfléchissait beaucoup, etc. Donc je vois que Philippe David, par exemple, est un penseur. J'adore votre père. Mais Philippe est chauve, parce que moi j'ai la raie large, ça n'a rien à voir. Il réfléchit beaucoup, mais ça n'avance pas, visiblement. Michael Sadoun est avec nous. Il est bientôt chauve, parce qu'il réfléchit bientôt. Bah oui. Qu'est-ce que je vous dis? 5 sur moi, comme on dit. Je vais essayer d'être préservé un moment, quand même. Maintenant, il y a des choses qui se font très bien. J'ai eu la trentaine récemment et j'ai mes premiers cheveux blancs. Oh, mon petit chat. Je t'assure. C'est vrai, il va très bien, Michael. Pas mal, non? Oui, vrai sel. Enfin, vous avez à peu près autant de cheveux blancs qu'il y a de baobab dans le Sahara, quoi. Ah ouais, on le regarde. J'espère qu'il n'y en aura pas plus d'un cas comme individuellement. Il est encore au moment où on l'est pas individuellement. Ah oui, je te jure, j'en ai un devant là, je le sais. Il faut l'arracher. Philippe Bilger est avec nous. En effet. Vous avez vu, hein? C'est lui. J'ai le don d'observation, c'est fou. Vous êtes très doué. Ah bah c'est fou, c'est dingue. Toujours le plus classe d'ailleurs du plateau, je remarque. Chemise blanche, costume. J'essaye d'arriver dans une tenue qui essaye de supporter la comparaison avec celle de notre ami Philippe David, qui fait un festival tous les jours. Et pourquoi quand vous parlez de lui, il fait le coq comme ça, Philippe David? Mais parce qu'il est tellement fier d'avoir un compliment. Ça, c'est la plastique de Philippe Bilger qui m'émoustille. Les amis, voici le moment où vous serez seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls contre tous. On va commencer par vous, Philippe Bilger. C'est bien que les chefs d'État s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Absolument. Il y a eu une petite polémique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, et d'une certaine manière, j'approuverais plutôt Giorgia Meloni, parce que à partir du moment où certains considèrent qu'on a le droit de s'ingérer dans les affaires des autres pays pour, par exemple, battre en brèche des massacres, des tortures, quelque chose qui universellement est répréhensible, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas permettre à une Giorgia Meloni, et elle l'a fait, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, d'une manière très élégante, s'associer à quelque chose qui représentait clairement, avec le meurtre de Quentin, non seulement un crime qui a déchiré une grande partie de la France, mais qui révélait une transgression absolue de la civilisation, et donc qui autorisait la première ministre italienne ou d'autres éventuellement à venir dire une solidarité avec la France et à pointer ce crime comme la marque extrême d'un acte qui concerne tout le monde. Bon, ça m'embête parce que je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Alors je sais que nous devons lui donner en quelque sorte la contradiction, sinon il n'est pas seul contre tous, il est seul avec tous. On n'est pas obligé. Mais je vais quand même essayer d'apporter une nuance, c'est que à partir de quel moment je dirais un meurtre, un assassinat, un événement devient assez politique pour qu'un dirigeant étranger puisse le récupérer et en faire un événement de civilisation. À la limite, quand c'est Charlie Hebdo, on a invité tous les chefs d'État étrangers qui sont venus défiler avec nous, et c'était bien qu'ils viennent s'intéresser à la France parce qu'en fait ils s'intéressaient aussi à eux-mêmes et à la civilisation qu'on construisait ensemble. Mais là, dans ce cas-là, et pourtant je sais que j'ai été attristé par l'assassinat de Quentin, et vous voyez bien le débat qu'on a eu avant, je ne sais pas si c'est un événement de nature à être repris à ce point-là par des chefs d'État étrangers. Voilà. Elle parlait, et j'ai omis de le dire évidemment, du phénomène que représentait l'accroissement de la violence politique. Oui. Donc il y avait quelque chose de plus global. Est-ce que vraiment il y a un accroissement de la violence politique? Ça aussi, tu vois, ça c'est quelque chose sur lequel on sera peut-être pas d'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a un accroissement de la violence politique. Quand même depuis des semaines. Bien sûr, mais bon, les brigades rouges, comme elle évoquait Mélanie, ou la fraction armée rouge, ou la bande Abadère. Les enquêtes le démontrent. Tout de même, Michael, il y a, c'est vrai, il y a une augmentation objective de la criminalité. Il y a toujours eu des séquences criminelles graves, les actions directes, mais il n'y avait pas dans le tissu démocratique en permanence quelque chose qui se rapporte à la violence politique. Ah oui. Alors moi je trouve que Emmanuel Macron qui se plaint des chefs d'État qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, c'est tellement surréaliste que je dis pince-moi, je rêve. Parce que c'est pas lui quand même qui disait
c'est de ma faute, moi, si les Haïtiens sont complètement cons, rappelez-vous, c'est vrai, oui, dehors, il disait ça, je crois que c'était au Canada. Je me souviens plus. C'est pas le même Emmanuel Macron qui était très content qu'un certain Barack Obama lui apporte son soutien pour les élections de 2017. Tout à fait. C'était pas de l'ingérence. Alors, Emmanuel Macron, il trouve très bien de s'occuper de ce qui se passe ailleurs, mais il voudrait pas qu'on s'occupe de ce qui se passe en France. Et alors, pour terminer, je vais être très court, quand on voit comment la France s'est comportée avec l'Italie depuis 40 ans, en accueillant des terroristes criminels comme Cesare Battisti, qui a eu comme seul exploit, il était considéré comme un héros par une partie de la gauche française, de tuer un bijoutier pendant un braquage, sous les yeux de son fils de 16 ans, qui travaillait à la bijouterie et qui depuis est dans un fauteuil roulant parce qu'il a pris une balle dans la colonne vertébrale. C'était les héros qu'on nous vantait. Donc en Italie, on avait une image exécrable. Donc je pense que Emmanuel Macron aurait mieux fait de se taire plutôt que d'aller dans cette polémique. Mais demander à Emmanuel Macron de la retenue, c'est vraiment mission impossible. Merci beaucoup. Là, comment passer après tout ça? Ouais, vous êtes pas obligé, hein. Non, je suis pas obligé. Moi, je remarque simplement que la réaction de Madame Mélanie, c'est sur un militant d'extrême droite, et qu'elle est d'extrême droite. Donc, à quel moment elle sait bien faire la différence d'un meurtre politique, parce que j'appelle ça un meurtre politique de droite, un meurtre politique de gauche. Je sais pas si c'était bien qu'elle réagisse ou pas. Je sais pas quoi vous dire sur le sujet. Je fais juste une remarque sur ce point-là. Voilà, merci beaucoup. Et puisque vous n'avez pas la parole, Mickaël Sadoun, je vais vous la donner. Enfin. Vous dites que les Français ont les politiques qu'ils méritent. Oui, cette réflexion m'est venue... C'est pas comment on doit le prendre, ça. Écoutez, j'étais dans un taxi la dernière fois et le taxi se plaignait, comme à peu près tous les taxis parisiens, de la politique d'Anne Hidalgo, puisqu'elle est anti-voiture et que ça n'a pas facilité la vie des automobilistes et notamment des professionnels de l'automobile que sont les chauffeurs de taxi. Donc je lui ai dit, très bien, vous avez voté pour qui à la dernière élection municipale? Il m'a dit, je suis pas allé voter. Je dis, vous voyez, vous vous plaignez, mais vous n'allez pas voter. Et je remarque qu'une majorité de Parisiens qui me parlent d'Anne Hidalgo ont été exactement dans la même démarche. Je peux dire la même chose à propos d'Emmanuel Macron. Ils étaient en week-end, ils ne pouvaient pas. Oui, voilà, évidemment. Je dirais à un moment, un peu de civisme. Pareil pour Emmanuel Macron. Tant de gens se plaignent d'Emmanuel Macron tout en ayant adhéré les bras ouverts au barrage républicain qui lui a permis 2 fois d'être élu, à mon avis, dans des circonstances quand même un peu bancal, c'est-à-dire absence de campagne totale, absence de programme, les costumes de Fillon et tout ce qu'on sait. Dernière chose, Raphaël Arnaud, quand les gens se plaignent dans les conversations quotidiennes de dire « mais comment est-ce qu'un mec comme ça peut être à l'Assemblée nationale, etc. » Mais t'as envie de leur dire, il y a eu une élection législative il y a 2 ans. Vous avez tous adhéré au truc d'Attal de dire tous ensemble contre le RN. Eh ben, vous assumez. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux Français en général, nous sommes en démocratie. C'est un de mes leitmotivs ici. Nous sommes en démocratie. Si vous voulez que ça change, présentez-vous. Si vous n'avez pas le temps de vous présenter, je le comprends, mais dans ce cas-là, au moins votez conformément à vos opinions et pas seulement à la propagande qui peut vous impressionner des médias en temps d'élection. Voilà. Et un petit mot. Aujourd'hui, on a fait un petit débat il y a quelques jours en demandant est-ce qu'il y a trop de candidatures pour les présidentielles. On nous a dit oui. Donc on comprend plus en fait. Moi je trouve pas, je trouve que c'est riche. Je vais me retrouver à votre égard, Mickaël, dans la même posture que celle que vous aviez tout à l'heure avec moi. Vous avez totalement raison. Je me souviens en particulier, ça m'a marqué, un acteur intelligent qui est Vincent Cassel. Il a droit à un grand entretien. Il donne une opinion politique tout à fait pertinente. C'est scandaleux, rien ne va. Et à la fin, on lui demande « Est-ce que vous votez ?» Il répond « Je n'ai jamais voté ». Alors, c'est la contradiction que vous dénoncez à très juste titre et qui peut être applicable à beaucoup de séquences politiques. Simplement une brève remarque, mais je remarque que maintenant, malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce de chic, il y a une espèce de cool de dire, de la part de certains entrepreneurs, show business, etc., de dire « Oh, vous savez, moi je vote pas ». Dans le genre, les politiques sont tellement pourris et moi je suis tellement pur, vous savez, dans mes activités entrepreneuriales que je ne vote pas, vous comprenez, je peux pas. Voilà. Philippe. Alors, les Français ont les politiques qu'ils méritent. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Mickaël Sadoun. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on a les candidats qu'on nous impose. Et non, mais c'est une réalité. Et je pense que on a en plus le drame de la politique. C'est ce qu'il vient de dire. Engagez-vous. Il vient de dire engagez-vous. Mais s'engager où ? Parce que après, une fois que vous vous engagez, de toute façon, les partis, ça fonctionne à la verticale. Je le dis, il n'y a pas un parti qui fonctionne de manière démocratique, sinon il disparaît, parce que tout le monde s'entretue au milieu, oui ou non ?
Oui, mais un élu, quel qu'il soit, est un élu. Après, certains sont plus ou moins démocratiques. Non, mais t'es quand même dans une période avec les réseaux sociaux où n'importe quel citoyen aujourd'hui peut prendre un poids totalement inédit parce qu'il a fait une vidéo avec des millions de vues. Regarde le mouvement des Gilets jaunes. Oui. C'est parti précisément des réseaux sociaux. Absolument. C'était extraordinaire aussi pour ça. Pardon, à Macron de vous dire, Macron. Oui, qui était inconnu en 2014. Il est vachement du sérail quand même. Non, mais peu importe, mais il vient quand même de nulle part. Ah non, oui, enfin. Non, il vient de nulle part, personne ne le connaissait. Ah non, mais il vient pas de nulle part. L'ENA, Attali, la commission Attali, etc. Il a une progression. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un. Voilà. Il n'appartenait pas au monde politique. C'est ce que je voulais dire. Et je crois que le problème, c'est que les Français. Vous voulez le dire en mal, mais vous l'avez dit en bien. Je vous remercie. Les Français, si aussi peu votent, c'est parce qu'il y a un problème qu'ils n'ont pas confiance en leur classe politique et qu'ils ont compris malheureusement une chose terrible et qui est vraie. C'est qu'aujourd'hui, les politiques ne décident plus de rien pratiquement. Alors ils vont voter au municipal parce que le maire, il va décider de combler les trous dans les trottoirs ou de mettre un ralentisseur. Je ne crois pas que c'est à cause de ça. Je pense que les citoyens, et pardon pour la banalité, sont totalement démobilisés parce qu'on a des politiques qui ne tiennent plus jamais leurs promesses. Alors, si je peux me permettre, il y a peut-être aussi plein de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre ce que l'on fait vivre aux politiques. Aussi. Il y a des gens bien, qui disent mais moi je vais pas rentrer là-dedans, non, c'est pas possible. Voilà. Mais je suis d'accord. Un autre de mes leitmotifs, donc si on les protégeait aussi un petit peu de pas mal de choses, peut-être qu'il y aurait plus aussi d'engagement sur le terrain. On a découragé les volontés. Voilà, il y a aussi très peu de personnalités suffisamment charismatiques à la tête des partis pour qu'on puisse y adhérer. Moi je suis un vieux monsieur, j'ai tout le temps voté et je votais en fait pour une personnalité charismatique, quelquefois de droite, quelquefois de gauche, mais pour quelqu'un qui me semblait être adapté à mes idées et à ce qu'il représentait, la confiance qu'on pouvait mettre en lui. Aujourd'hui, je ne vois pas dans le paysage politique quelqu'un de suffisamment charismatique qui puisse très identifié, c'est Marine Le Pen et Mélenchon, très identifié. Comment vous avez réussi à voter tout le temps? Ça n'a pas été facile, mais j'y suis parvenu. Et puis bon, le fait qu'il y ait peu de charisme en politique vient aussi du fait qu'on a découragé les carrières, les volontés, les vocations, parce que salaire moins élevé comparativement au reste de la population. Le niveau de vie des hommes politiques s'est dégradé dernièrement. Parce que pas trop mal lotis. Mais de plus en plus mal. Et il faut le dire. Et les grands responsables politiques, moi je suis pour qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà, je l'assume. Je veux qu'un ministre gagne plus qu'un cadre moyen d'une entreprise. Je souligne le courage de Jean-Michel Aulas de se présenter. C'est extrêmement courageux aujourd'hui. Bien sûr. Par contre, je crois qu'il a dit un truc qui, pour moi, c'est dommage, c'est démago. Il a dit qu'il renonçait à ses indemnités d'élus. Mais pourquoi ? C'est un travail comme un autre, c'est un capitaliste, il croit donc au fait que le travail doit être rémunéré. Pourquoi est-ce que son travail de maire ne serait pas rémunéré ? Qu'est-ce que c'est que ce truc démago de dire « Ah ben non, moi, si je m'engage au service de l'État, c'est que je suis vraiment impur, ne me donnez même pas d'argent. » Non mais je veux dire, il y a un moment... Bruno Pomar, qui vient ici, Philippe est maire de Belleflou, il ne prend pas ses indemnités. Il devrait, je lui dirais. Voilà. Comme dirait Martine Aubry, quand c'est Belleflou, il y a un loup. Oui, vous l'avez dit 100 fois, je crois. Oui, mais je crois que vous ne l'aviez pas retenu. Si. On n'a toujours pas réagi, mais vous voulez dire... Non, mais moi, j'ai une autre divergence avec Mickaël Sadoun. C'est que pour payer mieux les députés, les élus, d'accord, mais est-ce que la France a besoin de 577 députés quand les USA ont 100 sénateurs ? Je suis d'accord. Voilà. Ok, je suis d'accord. Ah, moi, c'est réglé, ça y est, c'est réglé. Vous voyez la phrase que je l'ai convaincu. T'as mis tout le monde d'accord. Pas très difficile à convaincre. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on reviendra sur cette bonne nouvelle, puisque parmi tout ça, bien sûr, il y a des bonnes nouvelles, puisque la France est toujours numéro 1 mondial du tourisme, avec 102 millions de visiteurs internationaux, de plus de 77 milliards d'euros de recettes en 2027. C'est pas mal, j'ai envie de dire. En 2025, pardon, parce que 27, c'est pas passé encore. C'est pas mal. C'est Alexandre Deloval qui fait les prévisions. C'est bien, mais c'est moins bien que d'autres pays qui ont moins de visiteurs pourtant, mais je suis sûr qu'on en parlera. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'ils viennent en France, mais pour une escale, pour partir en Espagne. Voilà. Ça, c'est un problème. Allez, on en parle dans un instant. Qui est le deuxième ? Je vous le dirai. C'est l'Espagne, on vous dit. C'est l'Espagne, monsieur. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, c'est vendredi. Tout va bien avec autour de cette table Pascal Giral, chef d'entreprise. Ça va Pascal ? Oui, très bien. Oui, très bien. Avec Mickaël Sadoun qui est expert en communication de crise.
Stratégie, pardon, oui, de tout stratégie. à fait. Je conçois des plans à long terme pour les entreprises qui ont envie d'améliorer leur image, de se faire connaître, d'améliorer leur chiffre d'affaires, de lancer un produit. Ça peut être une problématique de recrutement, divers et variés. Stratégie, ça fait un effet bœuf. Très précis. Avec Philippe Bilger. Ça va, Philippe Bilger? Vous avez un truc à revendiquer? Rien, ma chère Cécile. Sinon, avoir la parole et avoir tout au raison. Ah, d'accord. Très facile, hyper fastoche. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Écoutez, très bien. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Avec la bonne nouvelle dont je vous parlais il y a quelques instants, la France est donc toujours numéro 1 mondial du tourisme. On va en parler avec notre invité qui était avec nous ce soir, Robert Cassou. Bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes CEO, fondateur et directeur de la rédaction d'Info Travel et on est ravis de vous accueillir avec cette belle information qui vient de tomber. Donc 102 millions de visiteurs internationaux et plus de 77 milliards d'euros de recettes en 2025. C'est un record pour la France ? Alors oui, c'est un record pour la France. On a sûrement de quoi être heureux, mais quand même, si on regarde les chiffres de près, on s'aperçoit qu'on est à peu près 36% derrière l'Espagne en termes de chiffre d'affaires, qui est à 105 milliards. Donc on est très devant au niveau du nombre, mais plutôt derrière au niveau des recettes. Et ça fait quand même pas mal d'années que ça existe, quoi. Mais pourquoi on dépense moins en France qu'en Espagne? Parce que théoriquement la vie est plus chère en France. Ça coûte cher en France? Oui. Alors, ce n'est pas forcément la seule explication, et même si c'en est une, si je suis belge ou hollandais, je peux aussi très bien traverser la France avec ma petite caravane et puis aller en Espagne, par exemple. Vous voyez ? Donc une fois qu'on a dit ça, ça marche aussi dans l'autre sens, dis non. Et du coup, ça permet aussi, d'avoir des gens qui ne font que passer, qui prennent gentiment un sandwich ou un truc vite fait, une station-service ou une zone d'autoroute, et puis prennent de l'essence et puis continuent leur route. Vous voyez ? Ils sont considérés comme des touristes, mais ce n'en est pas. Alors certains disent que finalement, alors qu'ils pourraient visiter le château de Versailles, la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, ils vont tous à Disneyland Paris. Est-ce que c'est le cas ? Alors pour ce qui est de Disneyland Paris, oui c'est vrai, mais là c'est pas forcément les Français ou les Européens. Il y a aussi énormément de gens qui viennent de partout, même du Japon, etc. Parce que le Disneyland Paris a été plutôt bien créé, pensé, etc. Et il attire énormément de monde. Et en fait il fait coup double parce que lorsque vous venez pour Disneyland Paris, vous avez là aussi et à l'inverse la possibilité ensuite d'aller à Versailles ou au Château de la Loire, etc. Vous voyez ? Ouais. Alors que si vous êtes à Orlando, vous êtes à Orlando. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'Espagne a de plus que nous, en fait ? C'est parce qu'ils ont des gros resorts et que... c'est quoi ? La paella. La paella. Les paradors. Alors ils ont de la paella, en vrai, mais vous le savez comme moi, l'Espagne n'est pas réputée pour être beaucoup plus chère que la France. C'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une proportion assez importante qu'on ne peut pas vraiment chiffrer, puisqu'à partir du moment où ils passent la frontière, ils sont considérés comme touristes, et quand ils reviennent, ça valide. Du coup, on peut considérer qu'il y a entre 10 et 20% de gens qui sont considérés comme des touristes en France et qui font que traverser. Et qui, comme il reste un mois en Espagne sur un camping, vous finissez quand même par dépenser plus d'argent qu'à une station-service. Une fois qu'on a compris ça, on a peut-être une explication un peu plus plausible des choses, vous voyez ? Allez-y, Philippe. À votre avis, est-ce que, en dehors de la beauté de la France, de ses monuments, de ses palais, de ses châteaux, est-ce qu'il y a encore une forme de qualité de vie à la française qui attire les étrangers ? La réponse est clairement oui, évidemment. C'est même d'ailleurs un des sujets d'extension pour notamment les nuitées. On a sur 4% en fait de nuitées d'étrangers en plus cette année. On a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. On a aussi à répartir un peu mieux en fait sur le territoire l'ensemble des possibilités. Ça a déjà été fait en fait, je pense notamment à la région PACA qui fait
qui a fait un travail assez important ces dernières années pour attirer des clientèles étrangères qui d'ailleurs viennent parfois directement sans même passer par Paris. Donc il y a effectivement de ce côté-là des choses et il y a aussi d'autres réalités. Parmi les réalités, 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. Voilà, c'est réglé. Et puis, on a une progression sur les hôtels 4 et 5 étoiles de plus de 22%. Donc, c'était les chiffres qui ont été donnés ce matin qui ont été donnés par le ministre dessus. Donc, on a plus de 22% sur les 4-5 étoiles. Et effectivement, ça vient de la clientèle américaine et uniquement américaine qui fait plus 17% en 2025, sachant que la clientèle européenne ne fait que plus 5, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça fait une progression globale de plus 3% quand même sur l'ensemble, ce qui est pas mal. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations précises. Robert Cassou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes CEO, fondateur et directeur de la rédaction d'Info Travel. Et tout de suite, les insolites. Les vraies voix Sud Radio. De la semaine avec Philippe David. Alors, mon cher Philippe, il s'en est passé des choses cette semaine. Ah oui, des choses insolites. Et on écoute déjà un son. Alors je vous mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud qui a été jeté en pâture comme ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais néanmoins, s'il y a des liens qu'il faut couper, nous les couperons. Alors, c'était Alma Dufour, députée LFI, qui a dit qu'elle se coupe. Je mets mes deux mains à couper, que le collaborateur de Raphaël Arnaud n'a rien à voir dans cette histoire. Et Philippe Croison, vous savez, l'homme qui n'a plus de bras, plus de jambes, a retweeté en marquant Alma Dufour, bienvenue au club. Elle est quand même très drôle. On reste toujours sur Twitter avec une autre histoire. C'est suite à la mise en examen et à l'incarcération de Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Alexandre Benalla a fait ce tweet absolument incroyable. Du coup, j'ai envoyé mon CV à Raphaël Arnaud. Je croise les doigts. Alors, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Les deux ont de l'humour quand même, non? C'est une nouvelle séquence, ça? Non, le vendredi, on essaye. Quelque chose de rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est amusant. Ben, je trouve que c'est drôle, en effet. Oui. Alors moi, j'ai vu un autre tweet dans le genre. Il y a quelqu'un qui a rebondi sur l'intervention d'Alma Dufour en disant ça va être difficile de se coiffer la frange sur les mains. Alors, une chose insolite qui s'est passée en Italie, des cambrioleurs qui vont chez les gens. Il y a pourtant un ordinateur portable sur la table. Il y a plein de choses. Ils ouvrent un tiroir, ils prennent un sac avec des pierres précieuses et ils pensent qu'ils ont fait le casse du siècle. Ils entendent un des membres de la famille qui rentre, ils partent en courant. Et seul problème, c'était pas des diamants. Qu'est-ce qu'ils avaient récupéré, à votre avis? Ils ont récupéré un sac avec des trucs dedans. Un petit sac avec des trucs dedans. Des cailloux. Et c'était des cailloux un peu spéciaux. Ah. Eh bien, c'était les calculs rénaux du maître des lieux, parce qu'il a des calculs rénaux régulièrement, et il garde ces calculs rénaux qu'il met dans un sac. Ils ont cru que c'était des pierres précieuses, et ils sont partis avec. Ça s'est passé en Italie. Enfin, la dernière, ça s'est passé à Dax. Donc, Dax, où on écoute bien sûr Sud Radio. Bien sûr qu'on embrasse. On embrasse les Dacois. Il y avait un homme qui attendait à l'arrêt de bus avec un long imperméable, mais qui avait les jambes nues. Et il y a des gens qui disent il a l'air quand même un peu bizarre, et les policiers de là-bas qui arrivent avec une voiture en civil, et le type leur fait coucou la voilou avec son imperméable, et dessous il était en string et en soutien-gorge. Ah oui. Donc il a été interpellé pour exhibition. Il a eu une condamnation que je trouve très lourde, 6 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 2 ans avec obligation de soins. Philippe Bilger, comment s'est passé votre cure à Dax? Je pensais que vous y étiez. Ah non, moi j'étais là toute la semaine. J'ai un témoin de moralité. Donc moi je trouve que c'est un peu cher payé. 6 mois, ils sont un peu durs, quoi. Il n'était pas dans. Puis si ça avait été une jolie fille, est-ce qu'elle aurait pris autant? Oui. Il n'était pas dans le plus simple appareil. Non, il avait un string et un soutien-gorge. Donc ça vous aurait plu peut-être. Ah non, pas du tout. On ne fait jamais une déviation conjoncturelle. En fait, il y a un nombre de choses qui sont dites dans cette émission qui est assez hallucinant. En tout cas, vous nous écoutez à Dax sur le 102. Et merci Philippe David pour ces insolites, et bravo à Alma Dufour pour son humour, à Alexandre Benalla. Et puis la semaine prochaine, on vous fera encore un autre petit topo. Dans un instant, on revient avec le journal et puis le coup de gueule de Philippe David. Je pense qu'il va bientôt falloir rebaptiser les écoles de conduite école des fans. Je vois de quoi vous voulez parler. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et nous sommes effectivement avec Philippe David jusqu'à 19h autour de cette table. Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun est consultant en communication de crise et de stratégie aussi. C'est important. Stratégie de communication. Stratégie de communication, c'est beau, c'est beau. Pascal Gérald qui est chef d'entreprise et vous au 0826 300 300. Mais tout de suite c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de tous les villages de France puisqu'il concerne les quelques 1 118 000 kilomètres du réseau routier français. Pourquoi les 1 118 000 kilomètres du réseau routier français ? Parce que vu le faible taux d'obtention du permis de conduire, un groupe de travail est en train de préparer une réforme qui me semble purement surréaliste. En effet, le taux de réussite au permis de conduire est aujourd'hui de 60% et, comme le nombre d'examinateurs est insuffisant, le délai pour le repasser est souvent très long. L'an passé, les 1200 inspecteurs ont fait passer 1,8 million d'examens. Un faible taux qui s'explique par le fait que la France va plus loin que la norme européenne en termes de fautes éliminatoires. La directive européenne dit que, je cite, « Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur sont sanctionnés par un échec. » Soit, mais la France, à juste titre à mon avis, rend éliminatoire les fautes comme le non-respect d'un sens interdit, le franchissement d'une ligne blanche continue, le fait de griller un stop ou un feu rouge et la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence ou une voie réservée. Des fautes éliminatoires et qui, à mon avis, devraient le rester puisqu'elles mettent tout ou presque sa vie et la vie d'autrui en danger. Ainsi, pour remonter le taux, le groupe de travail envisagerait de supprimer les normes françaises en surplus de la norme européenne et on pourrait donc avoir son permis de conduire après avoir doublé en franchissant une ligne blanche continue ou après avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence ou de bus pour éviter un bouchon. Un fait d'autant plus hallucinant que la route est plus létale pour les jeunes conducteurs que pour les conducteurs plus aguerris. Nos têtes pensantes ont, en rendant quasi total le taux de réussite au bac, parfaitement réussi à lui faire perdre toute valeur. Là, c'est encore plus grave car ce sont des milliers de vies qui sont en jeu. Quand est-ce qu'on va arrêter de tout tirer vers le bas dans notre beau pays ? Moi, je suis pas d'accord. Non, je t'en prie. Pardon. C'est une très bonne conclusion, Philippe, parce qu'en réalité, on peut rapprocher cette dérive de beaucoup d'autres domaines, même plus importants. C'est-à-dire que la France, confrontée à des problèmes, à des dangers, au lieu de tenter de les résoudre par le haut, en effet, décide d'en faire pâtir tout le monde. Et ça, c'est une perversité absolue. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez, moi, j'ai eu mon permis la 4e fois. Moi, la 3e. Et je me suis fait avoir par un examinateur à la 2e. Alors, la 2e fois où je l'ai pas eu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je roulais à Nanterre et j'ai pas vu un stop parce qu'il était caché par des travaux. Mais mon niveau de conduite était bon globalement et je méritais de l'avoir. Qu'est-ce qu'un bon conducteur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit à la lettre des petits codes comme ça ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations ? Évidemment, j'incite tout le monde à obéir au code de la route, il est essentiel, bien structuré, bien fait, il faut y obéir. Mais je trouve que le barème est un peu trop rigide et flexible pour, au contraire, une compétence qui demande de la flexibilité et de l'adaptabilité aux situations. Voilà. Moi, je ne l'ai pas eu la 2e fois, pardon. Mais pardon, moi je vais répondre à votre question, il faut les deux, monsieur. Oui, il faut les deux, oui, mais bon, le stop... Conduire une voiture, c'est connaître les règles et savoir s'adapter aussi. Bien entendu, c'est les deux. Mais le stop glissé, c'est-à-dire que tout le monde s'arrêter au stop. C'est apprendre et interpréter, le bac c'est pareil. Oui. Vous réduisez de votre péripétie singulière. Moi, j'aimerais bien mettre un peu de cohérence dans toutes ces règles, parce que on est de plus en plus dur sur les limitations de vitesse. Et comme ça, du jour au lendemain, on autoriserait les gens à passer devant un stop sans s'arrêter. Pourquoi pas accélérer dans les carrefours à fond, puis c'est le premier qui passe qui a raison. Avec des dérives comme ça, on va arriver à n'importe quoi au bout d'un moment. Pardon de le dire, mais il y a tellement de gens qui conduisent pas très bien. Ça, c'est vrai. Qui ne devraient pas aujourd'hui avoir leur permis.
on est confronté toute la journée à ça. Et croyez-moi, dans les vraies voix font parler la France, c'était il y a 3 jours. On a parlé notamment du chauffard qui a tué le gamin de 8 ans à Nîmes. Et on avait des chauffeurs routiers, des professionnels de la route qui nous ont appelés, qui nous ont dit les gens conduisent de plus en plus mal, il y a des dangers publics. Ça, t'as raison. J'en parle avec des potes, je vois de plus en plus le phénomène des gens qui ne s'arrêtent pas au feu rouge ou qui démarrent au feu rouge parce qu'ils en ont marre d'attendre. Tu vois ce phénomène, je le vois de plus en plus, moi, tu vois. C'est un truc qui était inimaginable pour moi quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est plus un peu courant. La différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas à l'époque les vélos qui ont tous les droits de prendre l'essence interdite, de tourner à gauche, à droite, de ne pas s'arrêter au feu rouge. Donc si vous n'avez pas avec la conduite quelque chose, en tout cas un cadre strict, à ce moment-là, c'est la foire d'empoigne. C'est vrai, voilà. Ça a ouvert les vannes. Moi qui habite à la campagne, je peux vous dire que quand je viens ici dans les studios de Sud Radio et que je dois passer par Paris, je me fais peur entre la différence qu'il y a à rouler en campagne et la différence qu'il y a à rouler en ville. En ville, je suis terrorisé. Vous avez rencontré des travaux, Pascal? Des travaux, des vélos, des trottinettes électriques, des landos, tout quoi, des allées des allées de taxi qui sont à droite puis d'un coup elles sont à gauche et vous savez plus où aller et vous avez des cyclistes et des trottinettes qui vous surgissent de droite et de gauche. C'est la panique. Je suis terrorisé quand j'arrive à Paris. Mais je peux vous dire, moi j'ai raté le permis de conduire une fois, je l'ai eu la deuxième fois, je l'ai eu au 3e coup. La honte. L'examinateur me dit allez tout droit. Moi, je le suis, je vais tout droit. Manque de chance, c'était un sens interdit. Parce que j'ai écouté ce qu'il m'avait dit. Et là, on passe le sens interdit, il freine. Il me dit, vous avez pas vu le sens interdit? Je dis, mais vous m'avez dit d'aller tout droit. Il me dit, oui, mais vous devez quand même respecter le code de la route. Et donc, il m'a fait le piège et il m'a planté comme ça. Alors, c'est sûr que sur le coup, je l'ai vraiment eu mauvaise. C'est dur. Mais je dois dire une chose, c'est que, en fait, à l'époque, le permis, c'était fait. On vous testait, même dans des conditions un peu plus vicieuses. On vous dit, allez tout droit, etc. Mais moi, quand je vois que maintenant, si on grille un feu rouge, on peut avoir le permis, je me dis qu'on est chez les dingues. Il devrait y avoir un permis spécial Paris certifié par Anne Hidalgo. Mais moi, je suis d'accord parce que c'est vrai, alors je vais provoquer un peu, mais les gens qui viennent de la campagne et qui circulent à Paris parfois sont un petit peu dangereux, précisément parce qu'ils respectent parfaitement les règles et qu'à Paris personne ne respecte parfaitement les règles. C'est ce qu'on m'a dit dans les grandes villes, la règle c'est il n'y en a pas. Mais évidemment, si vous êtes sur bon bref, je sais pas. Je vais vous dire, pour avoir conduit en toutes les villes de France, Marseille ou Montpellier, c'est pas mal. Et on se demande pourquoi je rage dans ma voiture. Allez, merci Philippe David, à retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et puis dans un instant, nous allons comme chaque jour nommer un ministre ou une... je crois que c'est un ministre ce soir, et en l'occurrence le ministre des PME qui sera avec nous dans quelques instants. Et ensuite, qui c'est qui l'a dit? Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Minibus. Avec nos amis autour de cette table, Philippe Bilger, avec Michael Sadoun, avec Pascal Giral et Philippe David, bien entendu, très heureux de vous accueillir dans cette émission. Et chaque jour, on se dit, tiens, non pas que nous sommes, c'est pas le but de dire on n'est pas content de nos ministres, mais quand même, les nôtres sont quand même bien meilleurs. Allez tout de suite, si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et pourtant, il va bien falloir Lionel Degrasse. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue. Et puis il y a du travail. Voilà. En tout cas, bienvenue, Monsieur le ministre, ministre des PME. Avec, j'ai envie de dire, une ou plusieurs propositions à nous proposer, comme si on était ce soir au Conseil des ministres. Ouais. Alors déjà, ministre des PME, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je prends le titre quand même. Mais non, nous, on a nos ministères, hein, c'est nous qui choisissons. Moi, premier truc que je fais déjà instantanément, révision de toutes nos normes, mais dans les grandes largeurs, avec une diminution absolument totale de leur nombre, de leur impact, et avec une espèce d'harmonisation quand même sur nos principaux concurrents, comme l'Allemagne, enfin au moins européens. Parce qu'on a tendance à, on a vraiment, moi je suis dans le bâtiment, enfin j'étais dans le bâtiment à l'époque, et avant mon poste de ministre, et c'est vrai que les normes sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, nuisent complètement. Parce qu'elles se contredisent parfois quand même.
Oui, elles se contredisent et puis en plus elles emmènent, si vous voulez, des coûts qui sont absolument phénoménaux. Et il faut pas oublier qu'au bout du bout, il y a quand même quelqu'un qui paye. C'est le client final, mais le client final, c'est pas un puissant fond. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il n'y a plus d'argent en fait. Donc son projet peut être remis en cause, tout ça parce que en fait on lui a demandé d'avoir une porte étanche ou une VMC ou peu importe. Donc ces accumulations de normes en fait dans vraiment tous les domaines, elles nous amènent à une perte d'efficacité absolument énorme. Et encore, si les produits qui rentraient en Europe avaient les mêmes normes, enfin en France, on pourrait se dire pourquoi pas. À la limite, nous on maintient des normes, ça crée une classe de qualité, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on est obligé du coup d'importer des produits moins bons au niveau normatif, parce qu'en fait, si on les produisait chez nous, on serait complètement hors marché. Voilà. Donc ça, c'est ma première mesure déjà. Allez-y. Et deuxième mesure, les primes, pas le CICE, les primes. Ah mince, j'ai mangé le nom. Les C2E. Non, les primes de recherche. D'accord. Le crédit impôt recherche, le CIR. Crédit impôt recherche. Merci beaucoup. Donc le crédit impôt recherche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le crédit impôt recherche. Alors déjà, ça bénéficie énormément en fait aux gros groupes qui ont des pôles des pôles administratifs qui sont là pour remplir toute cette myriade de paperasse et monter les dossiers. Donc, si vous voulez, en fait, quelqu'un comme j'avais avant, ma petite société, c'est impossible en fait de pouvoir prétendre à quoi que ce soit. C'est vraiment, quand vous regardez comment est-ce que c'est fait, vous montez un dossier de 72 pages, c'est très mignon, c'est très chouette. Ceux qui sont en charge de vérifier en fait la véracité de la recherche que vous faites, c'est généralement c'est les impôts, c'est les services des impôts en grande partie. Ils reçoivent énormément de dossiers, ils n'ont pas le temps non plus de tous les lire, voilà, de tout lire, de savoir si c'est pertinent ou pas. Et en fait, ils signent des chèques. Alors moi, j'ai un ami à moi qui travaille aux impôts, et il signe des chèques toute la journée. Et si vous voulez, dans ces myriades de chèques qu'il signe, moi, de son point de vue également, il y a une bonne moitié qui ne devrait jamais être signée. Ouais. Donc en fait, c'est de l'argent qu'on distribue et qui sert strictement à rien. Alors je dis pas que il faut pas, c'est une bonne initiative pour le développement des sociétés et pour les idées. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que une grosse partie encore de cet argent est fraudée, parce qu'il faut bien le dire le mot, et fraudé par des petits malins. Et je pense que donc une grosse révision en fait de cette prime, ça serait quand même pas mal avec un vrai contrôle, peu importe comment, mais un vrai contrôle pour que ça soit pertinent en fait, tout simplement. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est ceux qui mettent en place les normes, qui allaient les tester sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. Oui. Non, mais c'est ça le drame, c'est que en France, on surtaxe les boîtes et on leur dit après, on va vous faire un chèque pour vous rembourser. Exactement. On va vous faire par exemple du CICE. C'est le truc qui veut rien dire. C'est du bas de bilan. Ce qu'il faut, c'est du haut de bilan. Le drame, c'est que les gens qui nous dirigent n'ont jamais travaillé dans une entreprise pour 90% d'entre eux. Donc c'est sûr que pour eux, vous parlez de bilan, ils savent même pas qu'il y a un compte de résultats, ils ont entendu parler de l'actif et du passif, mais pour eux, le monde de l'entreprise, c'est rendez-vous en terre inconnue. Qu'ils fassent leur propre bilan, déjà, ce serait déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Oui, il est bien. Il a réfléchi. Et le ministre, il peut proposer quand même un troisième truc qui Allez-y. l'énerve. Très court. Vous avez 30 secondes. Ouais, très court. C'est sur les primes au bas salaire en fait. Oui. Parce que concrètement, en fait, les trappes à bas salaire, moi je suis désolé, mais subventionner les gens pour qu'ils soient payés pas beaucoup, c'est pas la solution. Alors je dis pas qu'il faudrait complètement réviser le truc, parce que si on fait ça demain, si on enlève toutes les primes, par exemple, toutes les exonérations qu'on a, voilà, si on enlève toutes les exonérations, évidemment que ça ne peut pas marcher, parce que demain, il y a énormément de boîtes qui vont se casser la gueule. Mais par contre, une révision de ça, parce que concrètement, on maintient les gens dans des niveaux de salaire extrêmement bas, parce que si vous les augmentez, ça vous coûte une fortune. Moi, j'ai 2 salariés, et elles sont extrêmement bien payées, et ça coûte une blinde. Donc moi, en fait, je rechigne pas à payer une blinde. Je dis juste que si je les payais au SMIC et que je leur donnais des primes, ça me coûterait moins cher. Sauf que derrière, en fait, c'est toute leur vie qui va être impactée, parce que moins de droits, moins de retraite, et moins de tout. Donc en fait, c'est de l'argent qui est mal donné, mal distribué, et donc il faut faire péter en fait toutes ces trappes à bas salaire, c'est-à-dire payer les gens pour ce qu'ils bossent réellement, libérer aussi les heures de travail, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse pas travailler plus, qu'on puisse pas travailler autant qu'on en ait envie, déjà pour commencer, parce que moi je regrette, mais moi j'ai toujours eu envie d'avoir deux boulots, et je vois pas pourquoi est-ce que l'administration elle me prive de ça. Et ben voilà. Pardon.
Merci en tout cas, monsieur le ministre. Mais moi j'ai toujours dit, donner ce pays aux vraies voix, on vous le rend dans 2 ans. Une bonne dictature avec toutes les vraies voix, c'est pas mal. Hein. Ouais, je suis très d'accord. J'occuperai quel poste simplement? Eh ben ça se réfléchit. Et voilà, moi je suis prêt à travailler en binôme avec Mickaël Sadoun. Ouais. On s'entend bien. Moi, je ferai l'action brutale. Mais vous savez même pas sur quoi? Si, le ministère de la Fuera. De la Fuerisme. Merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, vous êtes un très bon week-end à Grasse et à très bientôt sur Sud Radio. En attendant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Est-ce que vous êtes prêts avec le qui c'est qui l'a dit? Yes. La diabolisation de LFI n'a qu'un sens, légitimer une prise de pouvoir identitaire. C'est pas Villepin, si, bonne réponse. Philippe Bilger a été un poil plus rapide. Mais il a dit Villepin et pas de Villepin. Il a un petit progrès, bravo aujourd'hui. Ouais. Je vous en prie. Qui c'est qui l'a dit sur la jeune garde? J'ai vu des personnes qui étaient là pour comprendre l'idéologie politique de l'extrême droite. De l'Ogu. Bonne réponse. Il attend même pas. On ne sait même pas ce qu'il a dit. Finissez cette phrase. J'ai vu des personnes qui étaient là pour comprendre l'idéologie politique de l'extrême droite, pour pouvoir mieux la combattre, et ce sont les seules personnes que nous avons trouvées à gauche à l'avant-garde pour combattre le fascisme dans ce pays. C'est tout de même lui aussi, c'est de l'Ogu qui a dit ça. Il a aussi dit que la jeune garde n'était absolument pas violente. Oui, absolument. Il l'a pas dit aussi bien et aussi fluidement que vous. Cela dit. Je suis pas sûr qu'il ait compris ce qu'il a dit. Mais en même temps, je sais pas si c'est permis. Ça. Écoutez-moi bien, je ne veux pas non plus qu'on laisse penser que désormais les antifascistes seraient devenus les nouveaux fascistes. Ça devient compliqué quand même leur phrase. Oui. Mélenchon. C'est pas Olivier Faure? Oui. Bonne raison. Il est très fort, ce Philippe. Ah non, pas du tout, Pascal. Ça, c'est une réplique de film. Ah. Ton frère veut appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Le prénom. Bonne réponse. Là, il était plus rapide. Non. Le prénom, c'est un point pour tout le monde. C'est pas c'est moi qui l'ai dit avant. Non, il a été plus rapide. La question WhatsApp. Je dénonce. Attendez. J'accuse, il se prend pour Émile Zola. D'ailleurs, la meilleure preuve. C'est même Patrick Bruel qui le dit. Oui. Voilà. Excusez-moi, Philippe Bilger, est-ce que vous voulez qu'on vous emmène au bureau des plaintes? Non, c'est pas Patrick Bruel, c'est comment je vois ça. Berling. Oui, c'est ça. C'est bien. Charles Berling. D'ailleurs, avant même d'écouter la réponse, vous disiez c'est lui. Non, parce qu'il a commencé. Allez, qui c'est qui l'a dit? En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Jean Gabin dans Le Président. Non, c'est une reprise d'un très grand homme politique français de la Troisième République. Bonne réponse de Philippe. Là, il n'y a pas de doute. Non. Qui c'est qui l'a dit? Je l'avais. Si, dans de rares cas de figure, la volonté de certains candidats insoumis est de rejoindre les listes d'union de la gauche au second tour, alors ils doivent clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique. Ça pourrait être Hollande. Non. C'est l'adjoint d'Olivier Faure. Il a un nom d'acteur, un ancien acteur. Jouvet. Bonne réponse, Pierre Jouvet. Bon. Qui c'est qui l'a dit sur les municipales? C'est une campagne à risque, le climat n'est pas bon. Et c'est pas Rémi André. Là, alors là, la citation, original, tout le monde aurait pu le dire. Oui, mais la situation est à risque, qui est plutôt à droite. Non, il est pas à droite. Non. Enfin, il est ministre. C'est Darmanin. C'est pas Nunez. Si. Bonne réponse de Philippe Laurent Bilger. Nunez. Vous voyez, je vous donne la bonne réponse. Mais c'était la seule. Qui c'est qui l'a dit sur la manifestation à Quentin? Une véritable démonstration fasciste. J'en peux plus de ce mot, je vous le dis. C'est insupportable. C'est du Mélenchon. C'est du Mélenchon, ça. Un homme. Non, c'est le parti. C'est pas de l'Ogu. Non, c'est le parti de Mélenchon. Corbière. Non, il n'y est plus. C'est juste au-dessus. Juste au-dessus. Oui, bonne réponse de Mickaël Sadoun. Manuel Bompard. Qui c'est qui l'a dit? Je ne crois pas en une armée européenne commune. Quelqu'un qui a fait plein de choses. Il a été ministre, il a été chef d'entreprise, il a été commissaire européen, il a été... Breton. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Ça m'étonne qu'il dise ça. Eh ben, il l'a dit ce matin. Bon, il est en train de devenir souverainiste, c'est bien. Il sait pas où il est. Je crois qu'il est un peu parti, un peu perdu, Thierry Breton. Mes amis, dans quelques instants... on n'a pas donné le score, parce que Philippe Bédiger, il est furieux, il a gagné. Je crois qu'il y a 5-4 pour Philippe. Ça me fait mal de dire, mais... Non, on avait dit que le vendredi, on donnait pas les scores. Non, on donne pas les scores.
soir. Mais moi, je viens que le vendredi. Enfin, vous n'allez pas me priver du plaisir de gagner contre Philippe Bilger. La tête de Philippe Bilger. Ah bon? Ça me rappelle Alain Duhamel. Oui, c'est dans le micro, c'est mieux, monsieur. Cécile, dans l'émission On refait le monde, il disait qu'il se moquait de la langue de vipère qu'on donnait à la fin, et pourtant c'était le premier à demander qui était la langue de vipère. Il y a des gens qui paraissent se moquer du résultat, ce qui est mon cas. Non, bien sûr. Vous discutez autant. Je discute les modalités parfois. Allez, mes chers amis, dans un instant, on va revenir sur le salon de l'agriculture, culture qui ouvre demain. Les organisateurs veulent éviter que l'événement se transforme en arène partisane. Avec cette question du jour, le salon de l'agriculteur est-il toujours agriculture décidément est-il toujours un rendez-vous de politique incontournable, Philippe? Eh bien, vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. C'est demandé si gentiment. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Coin avec Philippe Bilger. Ça va, le petit bar du coin? Ah oui, il est formidable, sauf qu'il est au figuré. C'est ça. Parce que Philippe me dit qu'il veut que je l'emmène dans un endroit où je vais souvent passer des soirées. Voilà. Mais voilà, vous avez l'esprit mal tourné. Les planches, non? Non, c'est pas les planches. Non, mais on a vu la tête de notre ami. Non, parce que je vous connais bien. C'est bizarre comme demande, non? Non, mais... c'est quelque chose de... D'ailleurs, j'y organiserai une soirée bientôt et vous serez tous invités. Voilà. Ah bon, voilà. Il faut des vêtements ou... Oui, il faut des vêtements. Non, mais des vêtements particuliers, non, alors il y aura un thème jungle, donc il faudra avoir sur soi un élément qui rappelle la jungle. On va être mercredi prochain sur la Fédération française du cuir au salon de l'agriculture, donc là, au niveau des vêtements, il y a de quoi faire. Ok, j'ai compris. Pascal Gérald, vous avez des vêtements qui correspondent ou pas? Je vais essayer de m'approvisionner. Oui. On sait jamais. Philippe David. Avec les tenues de Tarzan. Hein. Non, j'avoue, j'ai un peignoir léopard. En dessous l'imperméable. En dessous l'imperméable. Mais surtout, vous ne pas savoir, Philippe. Je vous en prie. Alors, attendez. Laissez-moi 2 secondes. J'arrive pas à voir l'image. Vous avez l'image? Je vous la montre à la prochaine pub. Non, c'est ça. Quel animal de la jungle qui sort du peignoir? Le pauvre léopard. Mon Dieu. Tout de suite, la question du soir. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Les vraies voix Sud Radio. Et l'ouverture du Salon international de l'agriculture, c'est donc demain. Les organisateurs veulent éviter que l'événement ne se transforme en arène partisane. Donc l'objectif est de garantir des visites sereines malgré un climat agricole assez tendu. Car depuis des années, vous le savez, le salon est un passage obligé pour les présidents, les ministres et les chefs de parti. Et on vous pose cette question, le Salon de l'agriculture est-il toujours un rendez-vous politique incontournable? Eh bien, vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est le cas, puisque ça sonne déjà avec Béranger qui est avec nous, qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Béranger. Bonsoir. Bonsoir les Vrévois, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Béranger, vous pensez que c'est toujours un rendez-vous politique incontournable? Oui. D'ailleurs, je suis surpris par les résultats de votre sondage, de votre consultation. Alors c'est pour ceux qui votent sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est pas tout le monde, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, pour moi, c'est toujours un rendez-vous politique, parce que vous allez voir qu'une fois de plus, le personnel politique va s'y presser pour aller serrer des louches. Et donc, pour moi, c'est évidemment, ça reste un sujet d'importance. Mais cette année, j'ai vu que la coordination rurale, il me semble, avait demandé au président de ne pas trop s'approcher de leur stand. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Parce qu'il était, en gros, il n'était pas le bienvenu au vu des événements qui se sont produits ces dernières semaines sur le Mercosur en particulier. Donc, voilà, moi, j'espère que ça sera l'occasion, une fois de plus, d'expliquer que les décisions prises de manière quasiment unilatérale par l'Union européenne,
qui vide nos capacités de souveraineté alimentaire, et puis de décider qu'est-ce qui entre sur notre territoire ou pas. Et ben j'espère que il y aura un rappel à l'ordre un peu sévère envers la majorité en tout cas, quoi, et peut-être même des oppositions, parce que franchement ça a bullé grave, si vous me passez l'expression, à l'Assemblée nationale. Il y aura forcément un peu de crispation. Benoît est avec nous de Limoges. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis, Merci. Moi je vais rejoindre un peu Béranger. Je pense que c'est toujours un rendez-vous incontournable. Et puis encore plus maintenant là en période d'élection, bientôt présidentielle, donc il faut qu'il se montre. Le problème que moi je trouve essentiel, c'est que c'est surtout de la com en fait, pour dire que ils sont proches de nos agriculteurs, alors qu'au final on voit que les résultats sont pas là. Je sais pas, je crois que c'est celui qui disait que l'élevage et l'agriculture étaient les deux mamelles de la France. Voilà. Il me semble. Donc je pense que c'est toujours d'actualité. Et comme ça fait partie des choses qu'on ne doit pas céder, comme la Syrie, comme plein d'autres trucs de production qui sont des vraiment importantes. Et je trouve ça assez triste en fait qu'ils s'en servent surtout de tremplin politique pour leurs élections, pour réussir à exister. Et à côté de ça, les laisser tomber complètement au profit justement de la. Alors j'entends bien la balance commerciale, l'intérêt, exportation, importation, PIB, machin. Mais moi, à la limite, je préfère avoir des choses de bonne qualité dans mon assiette qui viennent de nos producteurs, plutôt que des trucs un peu, on ne sait pas trop comment c'est produit, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et qui viennent de l'étranger juste pour pouvoir vendre des voitures ou du cognac. Alors c'est quand même cette édition est particulière puisque il y a vraiment un encadrement. Les visites officielles ne pourront plus commencer avant 8h. La délégation politique, les délégations politiques sont limitées à 25 personnes. Pas de tractage, des parcours sécurisés. On est vraiment dans un contexte très particulier, Philippe David. En même temps, je rejoins totalement nos deux auditeurs. Il serait dramatique que les politiques, quelle que soit leur tendance, au moment même où la crise agricole perdure et n'est pas réglée à l'évidence, décident de s'abstenir de ce salon. Il ne s'agit pas de faire des marathons, ça n'est pas le problème, mais il faut qu'ils y aillent, d'autant plus que la crise agricole existe encore de manière intense. Et deuxième élément, imaginons qu'ils n'y viennent pas par une espèce d'indifférence ou de peur. Quelle image il donnerait à l'agriculture, au monde agricole qui se sentirait en quelque sorte méprisé au second degré. Donc il est évident que la classe politique doit y aller. Alors, allez-y. Moi, je trouve qu'évidemment, est-ce que le salon de l'agriculture a encore une importance ? Et la réponse est oui, pas vraiment, parce que les agriculteurs sont importants numériquement. Ils représentent plus que 2% de l'emploi en France et 4% du PIB, mais ils sont importants symboliquement, parce qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui la souveraineté alimentaire, l'identité française qui est très importante, les territoires. Donc évidemment, il y a une portée symbolique de cet événement qui est importante. Après, comme nos auditeurs et comme Philippe Bilger, j'apprécierais que les hommes politiques s'y rendent probablement avec un peu moins de soucis de communication, parce qu'on a vu beaucoup d'hommes politiques arriver, entre guillemets, taper le cul des vaches, se croire proches d'un monde qu'ils ne connaissent absolument pas, promettre tout et n'importe quoi en ne disant rien des compétences réelles qu'ils ont sur ce sujet, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que c'est l'Union européenne aujourd'hui qui gère beaucoup les négociations commerciales, notamment sur les produits agricoles. Je pense par exemple à Gabriel Attal. Souvenez-vous que quand il venait d'être Premier ministre, il avait fait son coup d'éclat avec un discours sur une botte de foin au milieu de l'autoroute. Scénarisé. Ouais. Très scénarisé. Suite à ça, Macron avait fait tout un laïus aux agriculteurs dans un coin au salon de l'agriculture en leur expliquant qu'il allait s'opposer au Mercosur. Finalement, il n'en a rien été. Le Mercosur a été signé et c'est les agriculteurs qui en ont pâti. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de sincérité, de transparence vis-à-vis de ce monde rural que moi-même je connais mal. Mais j'aimerais quand même
même qu'on leur parle avec un peu plus de respect et de considération, parce que c'est pas des bouseux et ça sert à rien de venir en faisant semblant de les aimer en leur racontant n'importe quoi. D'ailleurs, Gabriel Attal sera dimanche au Salon de l'Agriculture. Oui, je comprends bien que les politiques n'aient pas envie d'aller se faire engueuler au Salon de l'Agriculture, mais ne pas y aller serait faire un pied de nez à la ruralité et insulter le monde agricole, et je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça en ce moment, avec le Mercosur et tout ce qu'il y a autour. Les politiques n'ont pas besoin d'en mettre une deuxième couche pour raviver la flamme, si j'ose dire. Non, Philippe David. Moi, je crois qu'il y a un après. C'est qu'on est à l'après-Mercosur, où on nous avait dit que ça ne passerait pas, que ceci, que cela. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on élisait des gens qui ne décidaient plus de rien ou presque, la preuve par le Mercosur d'ailleurs. Vous n'étiez pas d'accord avec moi, Philippe Bilger, mais la preuve. Moi, j'ai pu être en désaccord avec vous. Oui, ce qui ne m'étonne pas, vous vous trompez souvent. Et le problème est là. Et les agriculteurs, alors aujourd'hui, ils sont à fleur de peau, notamment contre certains partis, je pense par exemple aux écologistes qui veulent toujours laver plus vert que vert, évidemment, et qui avec toutes les normes ont tué notre agriculture. Parce que je rappelle que l'an dernier on a eu une balance agricole déficitaire, alors que la France nourrissait encore l'Europe il y a encore 20 ans. Il faut tout remettre à plat sur l'agriculture. Tout remettre à plat, mais tout remettre à plat aux côtés des agriculteurs et pas contre eux. Parce qu'on a une partie de notre classe politique qui se bat contre nos agriculteurs. La phrase la plus emblématique étant celle de Sandrine Rousseau: les marches dans les agriculteurs, j'en ai rien à cirer ou j'en ai rien à battre, je sais plus. J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. C'est encore plus moche que ça. C'est ça. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. C'est Madame von der Leyen qui devrait aller visiter le salon de l'agriculture. Mais exactement. Mais exactement. Mais c'est elle la responsable. C'est pas les grands groupes de distribution. J'entendais une interview d'Alexandre Montpart, le PDG de Carrefour, ce matin. Il disait: moi, depuis Egalim, de toute façon, les produits agricoles, je ne négocie pas dessus. La matière brute, j'ai des prix qui me sont imposés, etc. et tout. Je ne négocie pas sur ça. Donc c'est pas la faute des grands groupes, c'est la faute d'une concurrence internationale qui nous est soumise de manière totalement déloyale et imposée non démocratique par la Commission européenne, et les gens doivent le savoir. Oui. Voilà. Oui, mais le problème c'est que nos politiques ne décident plus de rien parce qu'ils ont transmis les pouvoirs à d'autres. Ils ont donné les clés du camion. Nous sommes d'accord, je sais que nous partageons cette sensibilité souverainiste. C'est vrai. Non, mais ça pose question quand même. Si aujourd'hui, à l'avenir, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas décider de notre propre sort, il va falloir trouver des solutions. Mais évidemment, parce qu'à un moment, il faut quand même désigner des responsables. Parce que si les agriculteurs vont voir Macron en lui disant: mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé sur le Mercosur, il peut dire: c'est pas de ma faute, c'est Ursula von der Leyen. Donc si vous n'avez pas cette connexion et ce lien de responsabilité, il n'y a plus de démocratie. Mais rappelez-vous, c'était la faute de l'Italie, parce que l'Italie avait changé son vote au moment de la trêve des confiseurs. Bien sûr. Mais c'était de la faute de l'Italie, c'était pas de notre faute à nous. Bien sûr. Merci les amis, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, Sud Radio sera donc en direct au Salon international de l'agriculture. Ça commence donc mardi avec la France dans tous ses états. Perico Légas sera sur le stand de la région Occitanie, et nous avec Philippe David mercredi, les vraies voix avec l'Alliance France Cuir en direct du stand de la race Aubrac, c'est dans le hall 1. Et puis vendredi, la matinale avec Maxime Liedo sera sur le stand de la coopération agricole, et bien sûr avec, je dis bien sûr, mais non, mais avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Vous restez avec nous dans un instant. La petite phrase du jour, on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En communication. J'adore parler comme ça de. J'aime bien. C'est bien ça. L'impression d'être un des patrons de Publicis. Ça a peut-être sonné, on sait jamais. D'ailleurs, il a le même nom que moi, donc voilà. Oui, c'est vrai. Exact. Ça pourrait, ça changerait pas grand-chose. Dring. Michael Sadoun est avec nous, avec Philippe Bilger, avec Pascal Giral, notre chef d'entreprise, et Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, Françoise Gattel, ministre de l'Aménagement et du Territoire, était ce matin l'invité politique au micro de Maxime Liedo. Les vraies voix Sud Radio. Enfin, moi, je le dis très clairement, depuis la crise des Gilets jaunes, le regard de l'État sur la ruralité a profondément changé. On a réinvesti la ruralité, alors peut-être que ça va jamais assez vite, mais en tout cas, sincèrement, moi j'ai visité 56 départements, nulle part je ne me suis fait malmener parce que l'État aurait abandonné. Mais ce sentiment est là, mais il faut aussi parler de ce qui marche.
Je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de Françoise Gatel. Pourtant, j'essaye de suivre les activités des ministres, mais j'avoue mon ignorance. Ce qu'elle dit, c'est très bien, et je ne doute pas que certains ministres sont bien accueillis dans les départements, et je m'en félicite au nom de la démocratie. Pascal, Philippe David. Moi, je suis ravi de savoir que Madame Gatel est ministre de l'Agriculture, de l'aménagement du territoire. Si elle a été bien accueillie, c'est peut-être aussi parce que personne ne la connaît. Bon. Joyeux Noël, Félix. Oui, c'est vrai que quand une personne n'est pas très identifiée politiquement, c'est sûr que ça génère pas de crispation particulière. Ça me fait penser à un sondage très récent qui donne une importance particulière aux chefs d'entreprise. Donc tout le monde pense que le candidat à la présidentielle idéale sera un chef d'entreprise. Mais j'ai envie de dire, c'est normal d'être aimé des gens quand on n'est pas encore rentré dans l'arène politique. C'est à partir du moment où on a une prise de parole clivante qu'on commence à se mettre des gens sur le dos. Mais évidemment, quand on est à sa place, oui, tout le monde nous aime. Oui. Enfin, ce serait même le cas avec un général, peut-être. Oui. Enfin, quand elle dit depuis la crise des Gilets jaunes, le regard de l'État sur la réalité a profondément changé. Moi, j'ai pas vu Emmanuel Macron se rapprocher de la ruralité. Non. Alors franchement, pas du tout. Vous plaisantez. Regardez aujourd'hui le vote des zones rurales. Il vote pas Macron, Non, il vote RN. Ce qui vote Macron aujourd'hui, c'est les villes riches. Voilà. C'est les gagnants de la mondialisation. Mais aujourd'hui, dans les zones rurales, pas que. Mais en grande partie. Pas que. Tu sais, tu peux pas gagner une élection présidentielle juste avec ça. Macron, il y a quand même eu un moment où il a traversé d'une manière assez incroyable toutes les strates sociales de la société. Oui, vraiment. En 2017. Mais en 2018, c'était fini. Oui. Et après, il a été élu. Il a été réélu. Oui, mais il a été réélu parce que, comme dirait Elisabeth Lévy, vous avez un deuxième tour et entre les deux tours, vous avez la grande kermesse antifasciste qui dure 15 jours et que donc fallait élire Macron parce que sinon on aurait les nuées de sauterelles, je sais pas, toutes les plaies d'Égypte. Oui. Donc le problème est là. Mais aujourd'hui, vous allez dans la ruralité, plus personne ne veut entendre parler de Macron. Oui. Mais qui s'en rapproche pas, pour moi, c'est pas très grave parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me fiche de savoir qu'un homme politique fait semblant d'être proche de la ruralité. Est-ce qu'il fait les bonnes choses pour les gens? C'est tout. Et c'est tout ce que les gens veulent savoir d'ailleurs. Ils s'en foutent de voir le président. Pour la ruralité, pas du tout. Pas du tout. Alors là, on est d'accord, oui. Parce que alors là, inutile de dire, on va redire ça. En fait, on lui demande pas, d'avoir de l'empathie, on lui demande d'avoir des gestes. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Moi, je suis anti. Alors, désolé, je vais avoir l'air d'un monstre. Je suis anti-demande d'empathie pour les hommes politiques. Les hommes politiques sont pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Ils sont là pour trouver des solutions rationnelles qui créent le plus de bien. Oui, mais Michael, lorsqu'une action politique ne peut pas entraîner de résultats, eh bien, il est normal qu'on la remplace par l'empathie. Ouais, je pense que beaucoup de professions, si elles avaient été plus considérées, n'auraient pas créé le désordre qu'elles ont créé. Mais la considération, elle se prouve, tu sais, c'est comme en amour quelque part. C'est-à-dire que tu peux faire de grands discours, mais il vaut mieux acheter des fleurs. La considération n'est pas d'empathie. Si. L'empathie, c'est de pleurer avec. La considération, c'est considération, on ne peut pas avoir de considération si on n'a pas d'empathie. Ça veut dire qu'on estime les gens. Et je pense que c'est... Je suis pas tellement d'accord. Je suis pas tellement d'accord parce que l'empathie, c'est en effet cette demande de venez pleurer avec nous, regardez, nous avons des problèmes. Non. Allez, les amis. C'est beaucoup ça quand même. Les amis, souffrir avec empathie, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Vous allez nous faire une dissertation. C'est l'Académie française. Aujourd'hui, on est sur la lettre E. Ce serait intéressant en tout cas d'avoir vos avis là-dessus. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun, merci Pascal beaucoup. Giral. Et dans un instant, vous voulez connaître le sujet sur les sinistres en copropriété. Qui déclare et comment agir? Thomas Billet vous l'explique tout de suite avec les incontournables de la copropriété. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet.